Daniel Robin, bonsoir et bienvenue dans UFO Conscience. Bonsoir Olivier, Président merci de de me la... recevoir dans UFO Conscience. Avec grand plaisir. Alors, tu es le président de l'association OVNI Investigation qui existe depuis 2003. Oui, tout à fait, Tu oui. es, tu es également le créateur d'un réseau qui compte une trentaine d'enquêtes sur toute la France. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu es en contact avec le GEPAN ou totalement indépendant? Alors oui, donc on a créé un réseau national d'enquêteurs qui compte en- une trentaine de membres répartis de façon assez uniforme sur l'ensemble du territoire français. Alors, bon, moi, je connais bien le GEPAN. J'ai reçu à Lyon, dans le cadre des rencontres des sciences et de l'inexpliqué, Xavier Passot, qui est l'ancien directeur du GEPAN, qui était un communicant, qui a fait beaucoup de conférences et que lorsqu'on l'invitait, il rechignait pas à venir. Donc, bon, moi, j'ai rien contre le GEPAN, mais on ne travaille pas avec le GEPAN, en fait, hein. Bon, nous, on est une association privée, association loi 1920, donc 1908, 1905, et on ne peut pas dire qu'on travaille en collaboration avec le GEPAN. Bon, on a essayé de le faire, on a essayé, lorsque Xavier Passot est venu à Lyon, on lui a proposé d'échanger des enquêtes et que s'ils avaient par exemple des témoins sur Lyon, ils nous transmettent les témoignages et nous, on ferait des enquêtes. Mais voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, et on ne peut pas dire qu'on travaille avec le GEPAN, non. Le GEPAN reste à part, c'est une structure fermée et qui n'est pas du tout ouverte sur les associations ufologiques privées. D'accord, et c'est donc une trentaine d'enquêteurs sur toute la France, c'est ça? Voilà, donc, alors, OVNI Investigation, au départ, c'était une association normale, hein, loi 1901. Donc, on avait un trésorier, on avait une assemblée générale, on avait donc des réunions régulières. Bon, moi, j'ai fait ça pendant 15 ans, 20 ans. Et puis, bon, les choses évoluent et maintenant, on a changé un peu de mode de fonctionnement. Donc, maintenant, on fonctionne, on va dire, plus léger, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cotisation, il n'y a plus de trésorier, il n'y a plus d'assemblée générale. On fonctionne en réseau, c'est beaucoup plus simple. Donc, les anciens membres de l'association OVNI Investigation font partie de ce réseau et puis on a coopté d'autres membres, hein, même des ufologues assez connus. Et ça reste un réseau, je dirais, discret de personnes. Donc, on ne fait pas la publicité de notre réseau. On mène des enquêtes sur le terrain, on enregistre des témoignages, on met à jour une base de données, puisqu'on a une base de données qui date d'ailleurs de l'époque de OVNI Investigation. Et puis, on fait un travail discret, et lorsqu'il y a des cas vraiment très intéressants, à ce moment-là, on les publie, alors soit sur OVNI Direct, soit moi j'ai un blog, donc voilà, on publie les cas intéressants. Et puis j'en ai publié aussi quelques-uns dans mon livre sur les triangles, puisqu'on reçoit beaucoup de témoignages impliquant des observations d'ovnis triangulaires. Voilà, peut-être qu'on pourra en reparler d'ailleurs. Alors oui, effectivement, et c'est d'ailleurs le sujet de ce soir. Et j'avais dit, alors petite précision, c'est vrai que j'avais dit on se vous verra pendant l'émission pour faire plus beau, mais comme on avait commencé à se tutoyer, là tu vois c'est venu automatiquement, donc on va continuer à se tutoyer comme on l'a fait hors D'accord. antenne. Comme ça c'est plus simple, tant pis hein, si ça fait moins beau, bon c'est pas grave, on se tutoie, c'est très bien aussi. Alors, tu es aussi le cofondateur avec l'ami Najib Kari, que je connais bien, de Vertical Project Media, qui a pour but, entre autres, d'organiser des conférences sur la conscience. Et là, nous avons un point commun, Oui, puisque la conscience est dans le titre de mon émission. Mais bien sûr. j'aimerais, mais j'aimerais quand même savoir, qu'est-ce que pour toi la conscience, pour commencer? Oh Qu'est-ce que c'est là, pour toi la conscience? Ah ouais, vaste, là, c'est la grosse question, attention. oula, vaste sujet et très complexe. Juste pour revenir un petit peu sur la création de Vertical Project Media, bon, nous au départ, enfin, bon, moi je m'intéresse beaucoup à l'UFO
l'ufologie, je suis un passionné d'ufologie, mais je ne suis pas monomaniaque. C'est pas ma seule passion dans la vie, hein. Je m'intéresse, bon, tu peux le voir derrière moi, il y a la bibliothèque et j'en ai même encore devant moi. Je dois avoir 4000 livres. C'est pas que des livres qui sont consacrés à l'ufologie, hein. Bon, je m'intéresse beaucoup à la philosophie, à la spiritualité, donc toutes les disciplines qui ont trait, on va dire, à la conscience et à l'esprit. Donc, lorsqu'on a créé Vertical Project Media, on a voulu déjà créer une société. C'est une vraie société, c'est une SAS, donc avec des objectifs commerciaux, hein. Là, on n'est plus dans la loi 1901, c'est vraiment une société qui, normalement, devrait permettre à au moins 2 personnes de vivre. Donc, cette société a été créée parce que, voilà, on a étendu le champ de nos investigations. On a voulu parler de ce qui nous intéressait, à part les ovnis. Voilà. Donc, moi, en plus des ovnis, moi, je me suis beaucoup intéressé et j'étais vraiment passionné, et je le suis toujours d'ailleurs, par les expériences de mort imminente. C'est vraiment un sujet qui... Je dirais même que je suis plus passionné par les expériences de mort imminente que par le sujet OVNI. Bon, parce que Bon, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu ce type d'expérience, et à chaque fois que j'ai entendu ces personnes, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Bon, j'avais invité à Lyon, dans le cadre des rencontres, Nicole Dron. Je pense que tu connais Nicole Dron, qui a vécu une expérience de mort imminente absolument extraordinaire. Ouais. Elle est très connue, ouais, c'est vrai. Ouais. Et je me souviens, je l'ai rencontrée, on a beaucoup parlé, elle a fait une conférence à Lyon, etc. On l'a interviewée. Et bon, je l'ai vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup bouleversé. Mon fils aussi a vécu une expérience de mort imminente aussi. Ah ben, tu vois, ma mère et ma belle-mère ont vécu une expérience de mort imminente aussi. Donc, tu Voilà. vois, c'est plus courant que ce qu'on pourrait penser. C'est vrai, c'est relativement courant. Alors après, il y a des chiffres qui circulent concernant le nombre de personnes qui vivent ce type d'expérience. Bon, c'est certainement en France, c'est peut-être quelques millions en France, hein. Donc voilà. Alors, bon, c'est vraiment une expérience. Bon, maintenant, on connaît bien ce sujet. Il y a de nombreux travaux qui ont été faits sur cette question. Maintenant, la parole est libérée, parce que, bon, lorsque, en 1975, le livre de Moody a été publié en France, La vie après la vie, la parole n'était pas encore libérée, et les gens qui avaient vécu ce type d'expérience n'osaient pas en parler en public. Nicole Dron, elle a attendu près de 40 ans avant d'en parler en public, ou en parler à des gens autres que sa proche famille. Donc maintenant, la parole est libérée, et il y a de plus en plus de gens qui font le récit de leur expérience. Et lorsque, bon, on comprend ce qui se passe lorsque les gens vivent une expérience de mort imminente, ça bouleverse complètement la vision qu'on peut avoir de la réalité, et puis aussi de ce que c'est qu'un être humain, pourquoi il est sur cette terre, qu'est-ce qui se passe après la mort. Enfin voilà, ça pose des questions qui sont fondamentales, et aussi des questions d'ordre spirituel, bien évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle on a aussi créé Vertical Project, c'est-à-dire c'est pour donner la parole à des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires. Voilà. Alors ça peut être des expériences de mort imminente, ça peut être des expériences de sortie du corps. On a invité à un colloque Nicolas Fraisse. Alors je pense que tu connais Nicolas Fraisse. C'est quelqu'un qui fait des sorties hors du corps quasiment à la demande. Alors, très honnêtement, ça me dit quelque chose de nom, mais je ne connais pas particulièrement, en fait. Alors, c'est un Lyonnais qui a travaillé avec Sylvie Détiolas, tu sais, de l'association Noesis en Suisse. Ah oui, en Suisse. Ah oui, ça, je connais. Je connais Sylvie. Ouais. Ah ouais. Voilà, il a travaillé. Ils ont même mis en place un protocole scientifique.
Bon, c'est très très sérieux, hein, et ils ont fait des expérimentations bien cadrées d'un point de vue scientifique. Et donc, bon, maintenant, il est prouvé que la conscience est capable de sortir du corps et puis d'aller dans des endroits autres que l'endroit où se trouve le corps. Bon, c'est démontré de façon Ouais. quasiment scientifique. Et ça, c'est quand même incroyable parce que j'ai la sensation qu'on n'en parle pas assez. Alors ça commence un petit peu, ça commence, alors ça reste toujours confiné. C'est un peu comme l'ufologie, c'est-à-dire, bon, nous on Ouais. organise des colloques, on organise des conférences, et en fait on a un public. En France, il y a un public qui s'intéresse à ces questions, Eh oui. mais c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui sont acquises. Et voilà, c'est Ça ce se que je pose, remarque. ça se C'est pose. aussi ce que je remarque, figure-toi, avec UFO Conscience. C'est toujours à peu près les mêmes personnes. Voilà. Alors c'est vrai que il y a quand même des gens, et notamment dans les pays anglo-saxons et puis aux États-Unis. Bon là dernièrement, on a fait un colloque, on a invité Mario Beauregard, donc il y a un neurologue, un prof d'université à Montréal, qui s'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente et puis qui a rédigé le manifeste post-matérialiste. Et lui, c'est un scientifique pur et dur. Donc, on a aussi interviewé Dean Radin, hein, qui est aussi un universitaire américain, qui nous a fait une très belle interview aussi. Donc, du moins aux États-Unis, on sent qu'il y a quand même un mouvement qui commence à émerger. Même des scientifiques qui enseignent dans les universités sont acquis à ces idées. Alors en France, ça commence un petit peu disons, à émerger, mais la faculté, j'entends l'université, est totalement hostile, je veux dire, à ces thèses-là, quoi. Bon, pour elle, la conscience est fabriquée par le cerveau, point. Bon, Voilà, on va dire que c'est très marginal. bah c'est ça. Alors, bon, il y a des gens, il y a des gens qui sont on va dire, bon, alors, moi je connais bien Philippe Guillemont aussi, Philippe Guillemont qui est quand même un ingénieur, bon, qui a eu le prix Cristal, qui est un scientifique reconnu, et qui fait des recherches dans ce domaine. On a quand même, bon, il y a par exemple, alors Jean Stone, c'est pas un scientifique, c'est plutôt un philosophe ou un philosophe des sciences, mais qui lui essaye de faire passer ses idées, Oui, de faire bouger les choses. Mais de faire alors bouger les attention, choses. Alors, quand je dis, je précise hein, ma pensée, c'est-à-dire que quand je dis c'est encore très marginal, c'est-à-dire vu des médias en fin de compte. Hein. Les médias oui, qu'on pourrait dire mainstream. tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Disons qu'il y a encore un long chemin à faire avant que on enseigne, enfin, je veux dire, à l'université des théories Voilà. qui Ouais, pourraient dire, bon, bah, la conscience est non locale, elle n'est pas fabriquée. Alors, il y a quand même, c'est un peu là, tu vois, que je voulais en venir, c'est-à-dire aussi, on connaît tous ça, hein, des repas entre amis, tiens, on se met à parler de la conscience, bah, nos amis vont nous prendre un peu pour des fous, quoi, disons les alors oui, choses clairement. Hein. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai des amis qui ne croient pas du tout à ces choses-là, hein, en fin de bien compte. Hein. sûr, bien sûr. Ouais. Après, moi, souvent, bon, moi aussi, j'ai des gens qui sont pas, enfin, en fait, je m'aperçois que c'est plutôt parce que on ne sait pas faire un travail de pédagogie. Et lorsque on explique clairement les choses et que on argumente, disons dans ce sens, qu'on apporte des arguments forts, les Ouais. gens se posent des questions. Et moi, je sais que par exemple, en France, il y a des gens qui ont fait des thèses de médecine. Il doit y avoir au moins une dizaine de thèses de médecine consacrées aux expériences de mort imminente. Et c'est maintenant des gens qui sont des médecins. Le Euh, docteur Charbonnier, non, entre autres. alors, le docteur Charbonnier, il a dirigé la thèse d'un médecin qui s'appelait Patrick Chalier, je crois. Donc, il a dirigé sa thèse de médecine et qui a été, et je crois qu'il a eu une mention lorsqu'il a présenté sa thèse. Et maintenant, il est médecin et c'est quelqu'un qui a acquis à ses idées, aux nouvelles idées sur la conscience. Donc, on voit que les choses commencent un petit peu à bouger.
Et puis parmi les jeunes, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, des gens qui font des études de médecine ou de pharmacie, qui s'intéressent beaucoup aux expériences de mort imminente et qui commencent à avoir une vision un petit peu différente de la vision officielle, on va dire. Donc, Ah, voilà, les choses bougent. les choses bougent, les choses bougent. Alors, c'est pas un tsunami, hein, ça bouge pas de façon très très spectaculaire, mais on sent que de façon plus ou moins souterraine, il y a quand même un intérêt pour ce type de recherche. Ouais, le compte-gouttes se fait, un peu comme en ufologie d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, il faut être très patient. Bon, moi, par exemple, en ce qui concerne l'ufologie, je trouve que les choses ont changé plutôt dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que, surtout par rapport aux médias, bon, moi je me souviens, bon, dans les années 70-80, bon, lorsqu'on parlait d'ufologie dans les médias, c'était toujours pour ridiculiser les ufologues. Ouais. On parlait toujours de petits hommes verts, de soucoupes volantes, c'était toujours les mêmes tartes à la crème qu'on servait. Bon, Oui, c'est vrai. maintenant, il y a quand même quelques émissions qui sont intéressantes. Je parle des médias mainstream, hein, je ne parle pas des autres médias sur Internet, hein. Ça commence un petit peu à bouger parce que bah, les gens comme toi, les ufologues, bon, comme moi et d'autres, on essaye de faire un travail de pédagogie, de montrer que bon, bah, les gens qui voient ce type de phénomène ne sont pas des illuminés, c'est pas des gens qui ont des problèmes psychiques, c'est des gens normaux qui, à un moment donné, sont confrontés dans leur vie à quelque chose qui est extraordinaire et qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et voilà, bon. Mais je crois qu'il faut vraiment partir des faits, il faut être très factuel. Pas forcément se lancer tout de suite dans des grandes théories. C'est un peu un des objectifs de l'association Ligne Investigation et puis du réseau que j'anime actuellement. C'est vraiment de partir des témoignages et des témoins. Voilà. Et de dire, voilà, les gens, bon, n'importe qui peut à un moment donné dans sa vie être confronté à ce phénomène. Voilà. Quelqu'un de tout à fait ordinaire et normal. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Voilà. alors, concernant cette fameuse conscience, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou tu as tout dit là-dessus? Ah, bah la conscience, il y a plusieurs théories. Alors déjà, bon, ce que je peux dire, c'est que pour moi, la conscience, c'est quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire que c'est pas. Ah, on a un tout petit souci de connexion je pense, revenir très vite. Ah, Ouais. Alors attends, je pense que là ça revient parce que je te revois, l'image tu commence m'entends? à bouger et je t'entends, hein, je t'entends. Par contre, l'image, ouais, on sent que c'est la connexion, là. Elle est pixelisée. Là, c'est un Ah, problème de connexion en fait, ça. Mais c'est pas grave, ça là. va revenir. Ça va revenir tout doucement, je pense. Ouais. Alors donc, tu me posais la question de savoir ce que je pense de la conscience. Ouais, Bon, ouais, ouais. c'est un sujet qui est quand même un peu difficile. Bon, pour faire simple, je dirais que je pense que la conscience n'est pas le produit de l'activité cérébrale. C'est-à-dire que c'est pas le cerveau qui fabrique la conscience. Le cerveau ne serait un peu que l'interface entre la conscience et puis le monde extérieur, le monde matériel dans lequel on vit. La conscience, et ça, c'est un enseignement que j'ai tiré en étudiant les expériences de mort imminente. En fait, la conscience, à un moment donné, bon, lorsqu'on meurt, elle se détache complètement du corps, et puis, bon, elle accède à un autre niveau de réalité qui est situé en dehors de l'espace-temps. Voilà. Je pense que la réalité fondamentale de la conscience, c'est d'être de l'information pure et d'être lumineuse. Alors, ce n'est pas une lumière photonique, comme la lumière qu'on perçoit dans le monde matériel, qui est fabriquée par les lampes ou la lumière du soleil. C'est une lumière autre que décrivent très bien les expérienceurs qui vivent des expériences de mort imminente.
lorsqu'à un moment donné, ils vivent ce qu'on appelle la phase transcendantale et qui sont en présence de cette lumière, c'est une lumière très intense, mais qui n'éblouit pas, tu vois. C'est une lumière spirituelle. La conscience, c'est ça, c'est de la lumière, c'est de l'information pure qui n'est pas matérielle, qui à un moment donné eh ben, s'incarne, enfin habite un corps physique. Alors le problème, c'est de savoir où se fait la connexion entre la conscience immatérielle et le corps matériel. Ça doit se passer, à mon avis, au niveau de... Moi, je pense que ça se passe au niveau de l'ADN. Bon, après, ça serait un petit peu compliqué de rentrer dans les détails. Mais En voilà, gros, est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, que la conscience, c'est tout simplement ce que l'on va devenir après la mort? Alors, nous sommes déjà conscience. C'est-à-dire, Voilà. le fait que, bon, je te parle, que je suis là, que j'échange avec toi, c'est déjà ma conscience. Bon, ma conscience incarnée dans un corps qui est limité. Et nous avons conscience que nous sommes en train de nous parler aussi. Il y a ça Voilà, aussi. bon, Ouais. cette conscience, elle est là, bon, elle est déjà, si tu veux, cette lumière nous habite déjà, habite notre Ouais. corps. Mm. Après, bon, lorsqu'on a un accident, lorsqu'on meurt, ou peut-être lorsqu'on est dans le coma, il peut y avoir une dissociation entre la conscience et le corps. Et Mm. cette conscience, à ce moment-là, et ça, les expérienceurs le racontent très bien, c'est ce qu'on appelle la phase autoscopique, c'est-à-dire la personne voit son corps. Bon, si par exemple elle est dans une salle d'opération, elle voit son corps allongé sur une table d'opération, elle est au plafond, elle dit tiens, c'est bizarre parce que la personne qui est sur la table d'opération, elle me ressemble parce que elle fait corps avec sa conscience, enfin elle est identifiée à sa conscience et elle voit son corps en bas sur la table d'opération. Donc là, il y a une séparation de la conscience et du corps. Donc la conscience, et alors ce qui est intéressant, c'est que souvent les expérienceurs disent, mais dans cet état-là, j'étais super bien, je me sentais bien, mes facultés de compréhension étaient décuplées, mes facultés de perception étaient décuplées, c'est-à-dire que lorsque je voulais voir quelque chose, j'étais capable de zoomer et de voir des détails extrêmement fins, où j'étais capable de voir ce qui se passait dans la pièce à côté, traverser les murs, voilà. La Donc la vision conscience à sépare. 360 degrés aussi, le Voilà, déplacement vision à instantané, des 360 choses comme degrés, ça. voilà. Donc la conscience libérée du corps, en fait, retrouve, je dirais, ses qualités, ses prérogatives Mm. naturelles, hein, qui sont absolument extraordinaires. Bon, C'est vrai. Ouais. bon, donc, et ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer des expériences de mort imminente, tous les témoins disent, bah oui, voilà, bon, je sais que maintenant, je suis une conscience qui est différente de mon corps, et lorsque je vais mourir, mon corps, bon, bah lui, il va retourner à la Terre. Par contre, ma conscience, elle va rejoindre, en fait, ce que les expérienceurs disent, je retourne chez moi, je retourne chez moi. Ouais, c'est C'est-à-dire que vrai. c'est comme Mm. si On on retourne revenait à à la maison. voilà, retour à la Oui. maison, tout à fait. Il y en a même qui disent c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ouais, Voilà, voilà. c'est la vraie C'est vie. troublant, mais bon, je pense que c'était important d'en parler un petit peu de cette conscience, parce que Tout à même fait. si c'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais quand même, je suis très content que tu nous aies parlé de conscience. Alors, on doit et on peut aussi citer certains de tes livres, dont tu es l'auteur, comme sur les mutilations animales aux éditions JMG en 2015, ou encore Fatima, la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et les extraterrestres, titre quand même coup de poing chez Québec Livre. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors bon, je me suis beaucoup intéressé à Fatima parce que je pense que c'est un événement, enfin il y a eu plusieurs événements à Fatima, mais l'ensemble de ce qui s'est passé à Fatima est pour moi quelque chose de primordial en ufologie. Alors en fait, j'ai connu Gilles Pinon qui est malheureusement est maintenant décédé, qui a écrit un livre extraordinaire sur Fatima, qui s'appelle Fatima, un ovni pas comme les autres, point d'interrogation, qui a été publié dans une maison d'édition obscure, qui n'a pas eu un énorme succès, mais je crois qu'il a été réédité par JMG, il me semble.
Et voilà, alors, ce livre a été pour moi un peu une révélation. Et à partir de là, j'ai fait vraiment des recherches très intenses sur ce sujet. Et puis, il en est sorti mon livre sur Fatima. Alors, je connaissais Fatima déjà, bon, parce que un des précurseurs, en beaucoup de domaines d'ailleurs, qui a écrit sur Fatima, c'est Jacques Vallée. Jacques Vallée, dans son livre qui a été publié en 1975, qui s'appelle Le Collège Invisible, que je recommande à tout le monde, pour moi, et c'est toujours mon livre de chevet, il parle de la technologie de la bienheureuse Vierge Marie, et il avait tout de suite compris, Jacques Vallée, que Fatima, c'était pas du tout une apparition mariale, mais c'était plutôt la manifestation d'une intelligence extraterrestre dans notre environnement. Et Jacques Vallée consacre tout un chapitre de son collège invisible à Fatima. Donc voilà, je me suis inspiré de Seval, qui a écrit un très bon livre aussi sur Fatima, et surtout Gilles Pinon, qui a écrit un livre remarquable sur Fatima. Voilà. Alors, tu veux qu'on parle de Fatima, de ce qui s'est passé à Fatima, qu'est-ce que ça implique Oh non, parce que en fait, je pense qu'il faudrait une émission entière pour être Oui, honnête avec oui, toi. tout Donc à là, fait, tout à c'était fait. plus, on va dire, pour citer tes livres, tu sais, survoler très vite et voilà, et peut-être intéresser les gens à faire des recherches par eux-mêmes hein, sur le cas de Fatima, parce que c'est tellement riche comme observation. C'est Mais exceptionnel. ce soir, ce qui nous intéresse, c'est ton dernier livre qui a pour titre Les Triangles de la nuit, enquête sur un phénomène inquiétant. Et Oui, forcément, alors là, je rebondis, hein, je dois te poser cette fameuse question, pourquoi inquiétant? Ça, c'est... oui, alors c'est vrai que ce titre inquiétant, j'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont reproché et qui m'ont posé la question. Ouais. En fait, enfin, je pense que globalement, le phénomène OVNI n'est pas, je dirais, agressif ou belliqueux par rapport à nous. C'est pas un phénomène qui nous veut du mal. Bon, si vraiment il avait voulu nous faire du mal, je pense qu'on le saurait déjà. Bon, il y a eu des incidents impliquant des ovnis. Bon, on connaît tous le fameux cas Mantel où l'avion a explosé en plein vol en essayant de s'approcher d'un ovni gigantesque en forme de sphère. Bon, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, peut-être qu'il s'est approché trop près, etc. Enfin, mais globalement, je pense que le phénomène ovni n'est pas belliqueux et ne nous veut pas de mal. Alors pourquoi j'ai mis inquiétant? Et ça, je le dis lorsque je fais une conférence sur mon livre. Je mets inquiétant parce qu'en fait, on ne connaît pas tellement les intentions qui se cachent derrière ce phénomène. Alors, on sait qu'il y a un phénomène qui existe, qui est très présent, hein, qui est très présent. Nous, là, aujourd'hui, je viens de recevoir un témoignage d'une personne qui a vu un ovni triangulaire le 2 mars. C'est en Alsace. Il a même pris des photos, bon, qui sont pas toujours très nettes, même une petite vidéo. Et donc voilà, ce phénomène est très présent. Et C'est-à-dire hier. voilà, hier. Ah ouais, carrément, là c'est très frais, ouais, Ah, oui. c'est très frais, c'est très frais. Là, j'ai reçu, il m'a envoyé donc deux photos, une petite vidéo, Oh, un petit compte rendu de son observation qui est absolument passionnante. Hein. ah, J'ai très vu déjà intéressant. de relativement près. Hein. Donc nous, on reçoit depuis, je dirais, le début des années 2000, un nombre toujours croissant de témoignages impliquant des ovnis de forme triangulaire. Voilà. Ça, Alors, c'est troublant, ça, c'est c'est très très troublant. troublant. C'est Ouais. très troublant. Alors moi, bon, Et je vais même t'avouer un truc, je me suis même posé la question, est-ce que ça concerne la région Rhône-Alpes? Parce que chez nous, je t'avoue que c'est pas, enfin, c'est pas souvent des triangles Lorraine, il y a beaucoup de boules orangées, des choses comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que, je sais pas pourquoi, mais je me suis posé cette question, mais on dirait que ça concerne surtout la région Rhône-Alpes. Est-ce que tu penses aussi que c'est non, le non, pas du cas tout. ou... Ah, Non, ça concerne toute la France, hein. ah oui, non, non, mais ça concerne le monde entier. Hein. Ça concerne le monde entier. Ah oui, carrément, hein. Bah oui, parce que bon,
en écrivant mon livre, j'ai fait des recherches sur tous les cas. Bon, après, oui, dans le passé, c'est Non, vrai non, qu'il y a dans la le vague passé. belge, les Voilà, triangles de l'Hudson River aussi, voilà, jusqu'au New York, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Mais en faisant des recherches, bon, il y a par exemple le NUFORC, qui est une association privée américaine qui a une base de données dans laquelle on trouve énormément de cas impliquant des ovnis triangulaires. Il y a le MUFON aussi, qui a une base de données dans laquelle on peut trouver énormément de cas impliquant des ovnis triangulaires, mais sur tout le territoire des États-Unis et dans le monde entier, hein. Donc, ce n'est pas limité à la région Rhône-Alpes ou même à la France, c'est un phénomène mondial. Après, bon, on ne sait pas ce qui se passe en Chine, on ne sait pas trop ce qui se passe en Afrique, mais on peut dire, alors peut-être que ce phénomène s'intéresse de près, moi c'est une hypothèse, hein, s'intéresse de près plutôt aux pays occidentaux industrialisés et surtout aux pays qui ont développé, je dirais, le nucléaire. Parce que souvent, on a Ah, des observations qui sont associées euh, à des sites ah. nucléaires. Bon, on a le Alors fait. là, Voilà. tu mets le doigt sur quelque chose d'important, puisque j'avais prévu cette question, justement, le rapport triangle et nucléaire. Mais si tu veux bien, on pourra en parler après et développer Bien on va sûr. dire cette théorie, quoi, hein, on pourrait dire. Ah, c'est pas une théorie, hein, ce sont des faits en réalité, hein, ce sont des faits. On a constaté qu'il y avait, pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps, hein, Mm. mais on a beaucoup de cas où des triangles sont observés soit carrément au-dessus d'une centrale nucléaire. Bon, on a le fameux exemple de Golfech, Ouais, qui est très où, connu. Ouais. voilà, où vraiment là, il y avait deux personnes, bon, c'était des surveillants, ont vu passer, mais à basse altitude, à quelques dizaines de mètres, Ouais. passer un énorme triangle noir avec des feux, il y avait des feux rouges et bleus, je crois, et très lentement au-dessus de la centrale. Ils ont même filmé avec leur téléphone portable. Bon, le film, bon, il a été confisqué par le GEPAN, Alors, mais tu as bien fait de me dire qu'en fait, il s'agit de faits, hein, pour que ce tu sont as des faits. relevé ça. Je suis bien Ce sont d'accord des avec toi, ce faits, sont hein. des faits, mais ce que je disais, tu sais, de théorique, c'est, on va dire, l'intérêt de ces ovnis triangulaires pour le nucléaire. Là, par contre, on est d'accord qu'on est dans la théorie. On ne sait pas les intentions qu'ils ont par rapport au nucléaire. Enfin, c'est ça, c'est Bon, là que je dis enfin, c'est là où je place, on va dire, la théorie, puisqu'on ouais, ne sait pas en fait quelles sont les intentions par rapport au nucléaire. tout à fait. Alors après, moi, c'est pour ça que mon livre s'appelle Enquête sur un phénomène inquiétant, parce que de toute façon, tout ce qu'on pourra dire concernant les intentions de ce phénomène par rapport à nous, ça ne sera que des hypothèses. En fait, on ne connaît pas les intentions de ce phénomène par rapport à nous. C'est pour ça que je dis que c'est inquiétant, parce que, mais c'est pas dans le sens où il faut prendre peur et puis paniquer, c'est parce que voilà, il y a un petit doute sur leurs intentions parce qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Je ne dis pas qu'elles sont forcément mauvaises par rapport à nous, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Parce que c'est quand même assez étrange de constater que ce phénomène est quand même très très présent depuis. Enfin, alors les triangles, le premier cas recensé remonte à 1942. Et depuis, si tu veux, alors on a eu depuis la vague belge, on a eu la vague de la vallée de l'Hudson. Alors la vallée de l'Hudson, il y avait des triangles, il y avait beaucoup de boomerangs aussi, c'est-à-dire des espèces d'ailes volantes avec de dimensions très très impressionnantes, hein. Il y avait des Ah, engins qui faisaient 60, 70 mètres, 100 bah mètres. là, du coup, ça fait penser aussi au boomerang de Phoenix, les Phoenix Exactement, Lights, hein, en ouais. 1997. Ça. Voilà, alors Phoenix, oui, alors Phoenix c'était plutôt un chevron, c'est-à-dire c'était plutôt quelque chose d'assez anguleux, en forme de chevron, Mm. euh,
plus que, oui, alors ça ressemblait un petit peu à un boomerang, mais Mais il paraît, oui, il paraît qu'il y a eu aussi des boomerangs, il y a eu enfin des une boomerangs. forme de boomerang comme ça, Ouais, ouais. ouais, ouais. D'après le docteur que j'ai reçu, docteur Lin Kitai, je ne sais pas si tu connais, tu sais, c'est une chercheuse en fait qui est spécialiste hein, de la vague de Phoenix Oui, et qui a filmé à l'époque, en plus en 97 au caméscope, hein, qui a oui, été témoin en fait de cette vague, témoin-teux, et puis et spécialiste aussi. Et donc elle parlait, elle disait ouais, c'est plutôt des boomerangs. On oui, peut dire chevrons aussi. Oui, il y a oui, probablement que ça a été observé aussi. tout à fait. Alors donc, pour revenir à ce terme inquiétant, il vient du fait que nous, on l'a constaté, et là encore, c'est des faits, je me base sur des faits, sur des témoignages, Mm. on a des observations de triangles au-dessus des villes, de Nantes par exemple, on a plusieurs cas à Nantes, on a des cas bon, à Lyon, on a d'autres cas dans d'autres villes françaises, où les gens voient passer à 23 heures un immense triangle qui passe au-dessus de zones très peuplées, dans un parfait silence. Alors, ce qui est curieux, c'est que souvent, on n'a que un ou deux témoins, alors que normalement, on devrait avoir des dizaines et des dizaines de témoins. Bon, ça, c'est une Ah ouais. question qu'on peut se poser. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Si seulement on Alors, avait la réponse. si on avait la réponse. Et est-ce Alors, que je me tu dis, as bon, des cas, par hasard, est-ce que tu as des cas en Lorraine? alors là, bon, nous on a une base de données, hein, je pourrais consulter cette base et. Alors, il me semble qu'il y avait eu un ufologue qui avait fait une étude sur une série d'observations en Lorraine. Alors je me souviens plus, il y a Est-ce qu'il quelques s'agit années. de Eric B. Polyèdre 57, ça doit être ça, je Peut-être, pense. oui. Parce Alors que je sais c'est que un c'est ami une. en fait. Ah oui, alors je sais que c'est une étude qui avait été reprise dans un des livres de Gildas Bourdet, qui s'appelle OVNI, la levée progressive du secret. Et il me semble qu'il consacre un chapitre aux ovnis triangulaires et il parle d'observation de triangles en Lorraine. Mais c'est un phénomène national. Alors, Mm. je conseille aux personnes qui vont écouter cette émission de consulter un site qui est excellent, qui s'appelle Delta Initiative, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Sabri, enfin c'est un ami, il a observé un triangle, c'était à hier, c'était l'été, c'était vers 22h30, 23h. Il a vu passer au-dessus du port de Hyères un ovni triangulaire noir, classique, c'est-à-dire une plateforme noire avec trois gros spots lumineux à chaque angle. Il l'a vu passer très lentement au-dessus du port de Hyères à 23h. Il y avait du monde qui se baladait sur le port. Et lui, il l'a vu et ça l'a tellement frappé que bon, il a décidé de faire des recherches sur les ovnis de forme triangulaire. Et il a créé l'excellent site qui s'appelle Delta Initiative, qui répertorie tous les cas d'ovnis à travers le monde. Alors là, au jour d'aujourd'hui, on dépasse 2500 cas d'observation d'ovnis à travers le monde. Ah, très 2500 bonne chose ça. 2500 cas. Alors tu verras, bon, sur le site qui est très bien fait, donc souvent, ils demandent aux témoins de faire des croquis. Donc on voit les croquis de gens qui montrent ce qu'ils ont vu. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours la forme triangulaire, mais tu as une variété vraiment très impressionnante de différentes sortes de triangles avec plusieurs types de feux, de formes, Différentes catégories. Ouais, différentes c'est ça. catégories. Voilà. Mm. Mais on en est, bon, alors comme je dis souvent, ce que nous, on connaît, c'est-à-dire que les témoignages qui nous parviennent, en fait, ça ne représente peut-être qu'un infime pourcentage de ce qui est réellement observé. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, parce que qui ont peur de Voilà, passer pour des dingues, ou bien qui ont été tellement choqués qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Ça peut être dû aussi, peut-être, on peut dire certains témoins à cause de la religion qui ne veulent pas en parler, qui pensent que c'est voilà que c'est pas bien d'en parler à cause de la religion, des trucs comme ça aussi, hein. peut-être, Ça peut-être. peut arriver, hein. Alors après, bon, je me mets dans la peau d'un témoin. Bon,
on va dire, lambda, Mhm. quelqu'un voit quelque chose d'étrange passer au-dessus, je Mhm. dirais que la majorité des gens bon, va regarder ça et puis sans y prêter plus d'attention, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que, bon, elle va dire, ah bah tiens, j'ai vu quelque chose d'étrange, peut-être que c'est un avion secret américain, etc. Et Ouais, hop, voilà. la personne Mhm. va l'oublier. Bon. Par contre, il y a un infime pourcentage de gens qui, bon, après avoir vu ce type de phénomène, ça va les frapper, peut-être les choquer même, puis ils vont vouloir savoir ce qui s'est passé, ils vont aller sur Internet, puis ils vont voir qu'il y a des sites sur lesquels ils peuvent témoigner. Mais ça représente, alors c'est difficile à chiffrer, hein, mais je suis sûr que ça représente peut-être 1 ou 2% des gens qui observent quelque chose. Donc en fait, bon, quand je dis que sur le site Delta Initiative, on a 2500 cas répertoriés, tu peux multiplier ça par 10 ou par 20 et tu auras peut-être le nombre exact d'observations de triangles. Donc au final, c'est gigantesque, si tu veux. Ce phénomène a une envergure mondiale et Ouais. je dirais qu'il est extrêmement présent. Alors Et effectivement, oui, quand je te disais, tu sais, tout à l'heure, je te disais, est-ce que tu as des cas recensés en Lorraine? J'ai pas précisé récemment, parce que en oui, fait, il existe, ça je le confirme, il existe pas mal de cas de triangles, mais qui datent, on va dire, il y en a certains de 75, 77, ce que je connais, hein, oui. certains cas. Et puis, ce que je voulais dire, oui, c'est que c'était surtout pour savoir si tu avais des cas récents en Lorraine. Après, j'imagine que oui, j'imagine il y a sûrement eu des observations de triangle Lorraine. Mais comme je disais, c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, parce que je connais en fait deux, trois ufologues en fait en Lorraine, et eux ils parlent beaucoup de boules orangées. Oui. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que en 2013, on a eu carrément une vague de boules oranges sur l'ensemble du territoire français. Je m'en souviens très bien. Mhm. Ça a commencé en juin et ça s'est terminé début septembre. Et tous les jours, on recevait par le canal d'OVNI Direct des témoignages de gens qui disaient Ouah, j'ai vu des boules oranges. Je me souviens très bien, on avait reçu le témoignage d'une personne qui habitait à Paris. C'était en juillet 2013. Et le gars, il sortait d'une boîte, ça devait être 2 heures du matin. Il dit Je suis sorti de la boîte, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu passer carrément comment dirais-je, une espèce de ligne de boule orange qui traversait le ciel de Paris, mais il y en avait des dizaines et des dizaines, tu vois. Et c'était, à un moment donné, on a cru que c'était bon, il y avait une invasion, quoi, parce que tous les jours, Voilà. on recevait. Et qui pour le coup ne sont pas les lanternes taille, Ah cher aux non, non, Jupans, c'est hein. pas. Non, c'est C'est pas pas des. les fameuses lanternes taille, on est bien d'accord. Et c'est vrai que ce phénomène-là est quand même souvent observé, en tout cas dans notre région, hein. Ouais, les boules Je oranges. dis ça parce que, en fait, comme je côtoie en fait ces ufologues qui sont des amis, et c'est vrai qu'on parle souvent de ça, de cette couleur orangée. Bon, c'est vrai que on peut aussi confondre. Enfin, quand on parle de ça et que les gens ne connaissent pas bien, bah, tout de suite ils vont dire ouais, mais c'était sûrement des lanternes taille tout ça, mais pas du tout. Parce que Pas du tout, au contraire, on sait ce que c'est une lanterne taille. Enfin, surtout des ufologues, des personnes qui bien enquêtent sûr, sur le terrain, savent très bien à quoi ressemblent des lanternes taille, quoi, hein. Là-dessus, tout bah, à c'est fait. comme tu disais, hein. Bah, je me souviens, bon, les témoignages de gens à cette période, en 2013, c'était souvent des groupements de boules qui se déplaçaient Ouais. sur des trajectoires rectilignes. Et oui. C'est-à-dire que, bon, elles venaient d'un point du ciel et puis elles partaient vers l'autre point du ciel et puis elles ne variaient pas de trajectoire. Et souvent, il y en avait plusieurs les unes derrière les autres. Donc Mhm. ça n'avait rien à voir avec les lanternes thaïlandaises, absolument rien à voir. Il Oui, faut surtout vraiment qu'une être lanterne thaïlandaise, au bout d'un moment, ça s'éteint, quoi. ça Ouais, s'éteint, et puis ça navigue à droite, à gauche, au gré du vent, enfin bon. c'est ça, ouais. Et voilà, bon, il faut vraiment être de mauvaise foi pour assimiler les observations de boules orange à des lanternes thaïlandaises. Bon, Ah oui, je ne veux pas là-dessus, dire du c'est mal des clair. gens, mais
Non, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que d'autant plus qu'il y a, allez, on va dire que c'était avant Noël, j'étais sur l'autoroute et j'ai vu moi-même une lanterne taille. Et donc j'ai vu Oui, l'effet que ça faisait. Tu sais, quand j'étais au volant de ma voiture, j'étais avec ma fille qui était derrière. Et quand j'ai observé, alors tout de suite, ma fille, elle a vu cette boule et puis elle a dit, regarde papa, c'est quoi? Et puis en fin de compte, quand j'ai bien observé cette boule orange, entre guillemets, en fin de compte, c'était bien une lanterne taille qui était sur le point de s'éteindre. oui, Donc effectivement, c'est flagrant, on voit très bien ce que c'est une lanterne taille, quoi. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, c'est la première lanterne taille que je vois de nuit sur autoroute, et c'est vrai que là, bah, on peut pas oui, envisager que ce soit un ovni, quoi. C'est bien voilà, c'est sûr, trop vulgaire, on va dire. Voilà, oui, on va tout dire à ça fait. comme ça. Tout à fait, ouais. Bon. Bon, après, bon, nous, on est des ufologues, donc on sait faire la différence. Bon, après, Oui. peut-être que quelqu'un qui n'est pas habitué aura tendance à assimiler Après, ce qu'il voit à quelque chose de connu. par rapport à ça, je voulais te demander, on pourrait peut-être, alors là, on est dans la pure hypothèse, la pure théorie, mais on pourrait peut-être imaginer, étant donné qu'il y a beaucoup de triangles qui sont observés, est-ce que ces boules orangées ne feraient pas partie de ces triangles? Est-ce que ce serait une possibilité selon toi? Alors, c'est une question intéressante parce qu'on a des cas, et notamment lors de la vague belge, il y a un cas qui est assez célèbre. Alors, c'était au début de la vague belge, c'était en novembre 89, dans la région d'Eupen. Ça avait commencé par là. Il y a deux gendarmes belges qui ont vu un triangle, donc un triangle classique, hein, c'est-à-dire une plateforme noire avec trois spots à chaque angle, et puis au milieu une boule rouge, au centre du triangle. Donc ils ont suivi ce triangle pendant plusieurs kilomètres. Et ce triangle, à un moment donné, s'est positionné au-dessus d'un étang. Au-dessus d'un étang. Et il est resté stationnaire. Et les gendarmes ont observé la boule rouge s'est désolidarisée de la plateforme triangulaire et est allée toucher la surface de l'étang. Et puis elle est remontée. Elle a fait ça deux ou trois fois, comme si bon, il y avait une espèce d'élastique qui la reliait au triangle. Elle montait, elle descendait. Et on a des cas où il y a la plateforme triangulaire et puis il y a cette boule rouge qui, lorsqu'elle se détache du triangle, devient incandescente, rouge incandescent, presque orangé, fait, je dirais, presque une inspection de l'environnement du triangle et hop, vient se repositionner sous le triangle. Alors, bon, si je me réfère à ce qui s'est passé en 2013, les témoins n'ont pas vu de triangle. Ils ont vu principalement des grosses boules oranges. Ils n'ont pas vu de triangle associé à ces boules. Par contre, j'ai un cas intéressant. Ça s'est passé dans le Midi. C'est un ami qui était vigneron, enfin qui travaillait dans les vignes, et il travaillait avec une équipe d'ouvriers. Et ces ouvriers, alors lui, il était sur une machine dans les vignes, et puis ces ouvriers étaient un petit peu à l'écart. Et ces ouvriers ont vu un disque volant. Et lorsque ces ouvriers l'ont prévenu qu'ils voyaient un disque volant, lui, il s'est retourné, il a levé les yeux vers le ciel et il n'a pas vu un disque, il a vu une sphère orange. Il a vu cette sphère orange qui était positionnée au-dessus de lui et qui a disparu très rapidement à l'horizon. Alors là, c'est un cas intéressant parce qu'on a d'une part des ouvriers qui voient un disque et une seconde après, ce disque se transforme en boule orange. Comme si, alors bon, c'est une déduction, c'est une hypothèse que je formule, comme si la boule orange était, je dirais, peut-être un système de protection qui entourait le disque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire je que, vois, ouais. en fait, on aurait à l'intérieur de ces boules, on aurait peut-être autre chose. On aurait peut-être un disque, peut-être un D'accord. triangle. Mais voilà, là, alors c'est un cas unique, hein, Mhm. euh, où on a
la transformation du disque en boule orange. Voilà. Ouais, c'est quand même étonnant. C'est étonnant. Alors, ce cas, je l'ai publié sur Internet. Je ne l'ai pas publié dans mon livre, là, mais je l'ai publié sur Internet parce que bon, je connaissais très bien le témoin, bon, qui n'était pas quelqu'un de spécialement passionné par l'ufologie. Mais voilà, on a cette phase de transition entre le disque et puis la boule orange. Bon. Alors, ça ne reste qu'une hypothèse, hein, bien évidemment. Oui, parce que malheureusement, on n'a pas les réponses. Et c'est ça qu'il faut bien On n'a pas souligner. les Qu'il faut... réponses. Ouais, On n'a pas les réponses. ouais. Et ça, je le dis souvent, hein, il faut le dire, parce que les gens veulent toujours des réponses, mais en ufologie, il n'y a aucune réponse. Il faut être humble, il faut être honnête, c'est vrai que c'est comme ça. Et puis, nous, on en est conscient, justement. On parlait de conscience, nous Ah sommes oui, conscients de ça. c'est ce que je dis souvent bon, aux gens qui me demandent pourquoi je m'intéresse à l'ufologie. Bon, je trouve ça absolument passionnant, hein. Ouais. C'est très stimulant Ah oui, pour oui, oui. l'esprit, pour C'est l'intellect. clair. Ouais. Ça amène à beaucoup de questions et ça amène à beaucoup d'interrogations qui malheureusement n'ont pas de réponse. Eh Bon, oui. je le dis dans mon livre d'ailleurs, hein, Mm. bon, j'ai quelques certitudes. Par contre, le reste, ce ne sont que des hypothèses. Bah oui. Que des Ouais, hypothèses. c'est ça, hein. Je ne prétends pas détenir la vérité en matière d'ufologie, loin de là. Oui, 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 là-dessus, on est d'accord. Et On est puis, d'accord. c'est comme avec ces fameuses boules, la boule rouge ou boule orangée. On pourrait imaginer aussi que ce sont des sortes de drones, tu vois, des choses qui prennent, Oui, enfin, qui font des reconnaissances, peut-être voilà. avant que le triangle n'aille sur place, des choses comme ça, hein. Après, là, pareil, on est dans l'hypothèse, mais ça se pourrait, quoi, hein. Oui, Ça tout à pourrait fait. très bien être ça, hein. On pourrait imaginer que ces boules, dans le cas de triangles, bon, par exemple, comme lors de la vague belge, il y avait vraiment un type de triangle qui a été vu très souvent, c'est la plateforme noire, Ouais. avec des spots à chaque angle, et la boule rouge au milieu. Eh Donc oui, ça, on a ouais. énormément de témoignages qui impliquent ce type de triangle, et on a des cas où la boule se désolidarise de la structure et vient explorer l'environnement, comme un drone, tu as raison, c'est peut-être un drone ou une Mhm. sonde, une espèce de sonde, et puis hop, elle se repositionne dessous. Oui, bon, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Après, ce qui s'est passé en 2013, est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on a peut-être fait le lien entre les triangles et ces fameuses boules. Possible, hein. C'est vrai, Peut-être, c'est hein. vrai. En tout cas, on aura au moins fait cogiter et puis fait réfléchir les gens qui nous écoutent et puis peut-être qui vont. Alors, on reprend après cette petite coupure, ce bug de Skype. Donc, alors, question, le premier ovni triangulaire remonte à quand? Tu disais 1932, c'est ça? Alors, j'ai un cas, alors bon, c'est un cas militaire en fait. C'est en 1942 lorsqu'il y avait eu des manœuvres de la marine américaine avec les Anglais et puis les Norvégiens, il me semble, en mer du Nord. Alors il y avait des centaines de bâtiments militaires et un des bâtiments a été survolé par un triangle, un triangle qui est passé disons, assez rapidement au-dessus d'un ensemble de bâtiments de guerre. Et j'ai retrouvé ce témoignage, alors je crois que c'est dans la base de données du NUFORC. Donc voilà, j'ai pas pu remonter plus loin que 1942 en ce qui concerne les observations de triangles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant, je pense qu'il y a dû en avoir avant, mais voilà. Bon. Alors ce qu'on constate, moi ce que j'ai constaté au cours de mes recherches sur les ovnis triangulaires, c'est que plus le temps passe et plus on a ce type d'engin qui est observé. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que bon, les moyens de communication des années 40, 50, même 60 n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a actuellement, et l'information circulait beaucoup moins rapidement que maintenant. Bon, une observation, lorsqu'elle était faite, elle n'était pas toujours consignée. Bon, là, on a ce cas de 42 parce que ça a été consigné quelque part dans un registre par un officier de marine qui l'a noté dans son carnet de bord.
Bon, ça ne veut pas dire que les civils ne voyaient pas des triangles. Alors si j'ai un cas, c'est un cas intéressant, ça, c'est un cas qui remonte à 1964. Un jour, on a été contacté par un monsieur qui était un chimiste, un chimiste, un ingénieur chimiste qui travaille à Fezin. Je ne sais pas si tu connais Fezin. C'est une raffinerie qui est près de Lyon, donc il travaillait à Fezin. Et il nous a dit que lorsqu'il avait une vingtaine d'années, il a vu à Lyon passer au-dessus d'une grande avenue lyonnaise, en plein jour. Il sortait du restaurant, ça devait être midi et demi, et il a vu passer un triangle noir au-dessus de Lyon, parfaitement silencieux. Et je crois qu'il n'y avait même pas de lumière à chaque angle. Et il l'a vu vraiment très distinctement. Et ce monsieur n'a jamais témoigné. Enfin bon, il a fait le récit de son expérience à sa famille, mais il n'en a jamais parlé publiquement. Et un jour, il nous a contactés, mais aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Hein. Il a plus de 70 ans. Et il a dit, ah, j'ai besoin de faire ce témoignage parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'explication à ce que j'ai vu en 1964. Donc il avait fait des recherches pour savoir s'il existait des avions qui avaient une forme triangulaire et qui faisaient pas de bruit, même des avions américains. Il a dit non, j'ai pas trouvé. Donc pour lui, c'était une énigme, et bon, et ça correspondait parfaitement à ce que nous on voit maintenant dans les années 2000. Donc déjà en 64, on a un témoin qui a vu ce type d'engin en 64 en France. Voilà. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, je connais des cas en Moselle, un cas qui remonte à 75 et un autre en 77. Alors celui de 77, c'était un triangle qui ressemblait beaucoup à celui de la vague belge, en plus. Oui, oui. Donc déjà en 77, un cas tout à fait similaire avec la vague belge, ce qui est aussi très troublant quand même. C'est intéressant, oui, très Ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Bah, on a eu aussi, bon, en 90, hein, alors moi, bon, souvent on fait la distinction entre ce qui s'est passé en Belgique en 89 et puis la fameuse vague du 5 novembre 90 en France et aussi dans les pays limitrophes de la France. Et je pense que ce qui s'est passé le 5 novembre 90 en France n'est que le prolongement de la vague belge de 89. Et là aussi, en 90, on a eu aussi beaucoup d'observations de triangles qui ressemblaient à ceux observés en Belgique en 89. Ouais. Ouais. Et pas que des triangles, là c'était exceptionnel, exceptionnel, parce qu'en plus j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus sur le 5 novembre 90. J'adore cette vague d'OVNI qui est très puissante, et d'ailleurs qu'on pourrait aussi raccrocher à celle du 7 novembre 90 à Montréal. Tu sais, 2 jours après l'observation au-dessus de Montréal, là, qui est aussi très troublante aussi, hein, quand même, on pourrait dire. Hein. Exceptionnel, exceptionnel. En plus, on a des photos, on a des dizaines de témoins, des policiers. Oui, c'est un phénomène. Et là, pour le coup, même avec les photos, on ne sait pas vraiment la forme de cet ovni. Alors, ça pourrait très bien être triangulaire, comme un disque. On ne sait pas du tout, en fin de compte, hein, puisque c'est assez trouble. Hein. On voit des couleurs, c'est assez caché. Et on ne voit pas la forme, en fait, de cet ovni. C'est vrai. Je crois que les témoins parlaient plutôt d'une forme discoïdale, il me semble. C'était des lumières plutôt qui s'agençaient de façon arrondie, mais ah, d'accord. Après, je me souviens qu'il y avait du brouillard. Enfin, l'OVNI n'était pas nettement visible. Ouais, en tout cas, sur la photo, on peut pas définir en fait avec la photo. Hein. Et peux-tu nous parler de quelques cas français, donc, et si possible récents? Ça serait pas mal. Des cas récents. Oui, bah, je te dis, le cas le plus récent, il date d'hier. Donc, c'est un monsieur qui habite près de Mulhouse. Donc, il n'est pas loin de la frontière suisse et il n'est pas loin non plus d'un aéroport qui est pas loin de la frontière suisse. Et lui, donc, c'était le soir, je crois qu'il rentrait de son travail. Et puis, alors, il travaille dans la marine et il s'occupe de l'observation. Il est habitué à observer. Donc,
C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre un avion, un satellite ou un phénomène naturel. Et donc là, il rentrait donc chez lui, il faisait nuit, c'était 23 heures, et donc il voit en bout de piste de l'aéroport d'où il habite, alors je pense que c'est l'aéroport de Mulhouse, Bâle-Mulhouse, je crois, il voit en bout de piste une espèce de lumière fixe avec des feux blancs, verts et rouges. Alors, sur le coup, il croit voir un avion en approche pour atterrir, mais c'est bizarre parce que cet avion est immobile. Cet avion est immobile. Et donc, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le réflexe de prendre son téléphone portable et puis de faire une photo et même de faire une vidéo. Et au bout de quelques secondes, il voit cette lumière se déplacer et venir vers lui et passer carrément au-dessus de lui. Et là, il voit que c'est pas un avion, c'est un triangle, c'est une plateforme noire avec un feu, alors un seul feu à l'un des angles qui semble projeter une lumière vers le sol. Et donc il voit passer cet engin. Alors d'après lui, alors c'est difficile, il dit, bon, il situe la hauteur de l'engin entre 100 mètres et 500 mètres. Enfin, parce que c'est difficile quand on regarde l'objet comme ça, les yeux levés, de dire à quelle distance il est exactement. Enfin, l'engin lui a paru quand même très grand. Il a estimé ses dimensions, mais bon, ça reste quand même très, très subjectif, à peu près au moins 50 mètres de largeur, un triangle de 50 mètres de largeur qui est passé. Alors, ce qui est assez étonnant dans ce cas, c'est que en faisant la vidéo, il a enregistré un son. Il m'a dit, ce son, ça ressemblait un peu comme le son qu'émet une cuillère d'avion, tu vois. Bon, en général, les triangles, les témoins nous disent que lorsqu'ils observaient les triangles, c'était parfaitement silencieux. Il y avait même un silence anormal qui s'installait. C'est ce qui Là, on a ressort le plus, c'est vrai, ce silence et l'effet ose. silence. Voilà, tout à fait. Et là, on a un cas où la personne voit un triangle, mais qui émet un bruit. Après, tous les cas de figure sont possibles. Et donc, il a vu passer ce triangle et bon, alors il a été impressionné, mais il ne s'est rien passé de particulier parce que dans certains cas, et ça je le relate dans mon livre, il peut y avoir différents types de phénomènes qui se passent avec le témoin. Donc, tu as évoqué le facteur pause. On a des cas, on a un cas à Lyon qui est assez récent, c'était en 2016. C'est un monsieur qui est restaurateur et qui... alors ça se passe à Vaux-en-Velin, c'est une commune limitrophe de Lyon, et c'est une commune qui est très peuplée, il y a énormément de gens, et il arrive à un carrefour, en pleine ville, hein, c'était à 18h, 18h30 au mois de novembre, il arrive à un carrefour, donc il y avait des voitures, il y avait des bus, il y avait des piétons, et en voiture, il voit un triangle qui était en position stationnaire au-dessus d'un immeuble, à quelques dizaines de mètres de lui. Un triangle noir avec un feu blanc à l'avant, enfin à l'avant, à un des angles du triangle. Et donc il sort de son véhicule et puis il regarde ça. Et au moment où il regarde ce triangle, d'un seul coup, il n'entend plus les bruits de la ville. C'est-à-dire qu'il ne voit plus passer de voitures, il ne voit plus passer de piétons, il ne voit plus passer de bus. Et puis il est comme comme du coton. C'est un silence absolu. Alors c'est ce qu'on appelle en ufologie le facteur O, c'est-à-dire que ça vient du roman Le Magicien d'Oz, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un univers féerique, en quelque sorte. Et donc il regarde ce triangle et puis au bout de quelques secondes, le triangle disparaît sur place. Moi, je me souviens, il nous avait dit, c'est comme si on éteignait un interrupteur. Il voit le triangle et puis bon, on baisse l'interrupteur et puis le triangle disparaît. Et là,
une fois que le triangle disparaît, tout redevient normal. C'est-à-dire à nouveau, les voitures passent, les bus, les piétons, etc. Il entend les bruits de la ville. Donc, c'est comme si tu veux, le témoin, à un moment donné, rentre dans la zone d'influence de l'OVNI et puis se trouve coupé du monde extérieur. Voilà. Voilà, comme si le temps s'arrêtait, en quelque sorte. Comme si le temps s'arrêtait. Comme s'il y avait une manipulation de la part de l'OVNI, une manipulation locale de l'espace-temps. Et ça, c'est vrai que c'est Eric Zurker hein, qui m'en avait parlé dans l'émission que j'ai faite avec lui, tu sais, sur les rencontres du troisième type. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a cet effet ose dans certaines rencontres du troisième type. Hein. Il y a aussi comme si le temps s'était arrêté, plus de son, tout ça. Ouais, c'est vrai que Alors ça aussi, c'est quelque chose. C'est récurrent. C'est récurrent. J'ai plusieurs cas très impressionnants. J'ai un cas aussi en Suisse. J'ai un autre cas alors, assez étonnant qui s'est passé en 2015 près de la frontière franco-suisse où un couple a vu alors là c'était un triangle gigantesque. Je me souviens, ça m'avait beaucoup impressionné. Ils avaient vu un triangle donc ils avaient estimé les dimensions à 150 mètres. Oh là 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 là. C'était un engin. Bon, j'ai publié ce cas sur mon blog. C'était un couple qui revenait du restaurant. Alors, c'est toujours vers les 22h30, 23h. Et donc, il roulait sur une route à 4 voies. Et puis, en roulant, il voit sur la gauche, au-dessus d'un bois, une structure triangulaire qui stationnait, enfin, qui était vraiment immobile. Alors, imagine un engin de 150 mètres de long et de 6 mètres d'épaisseur. Je me souviens, le témoin nous a dit, c'était aussi haut que les arbres, et c'était au-dessus des arbres. Et c'était parfaitement immobile. Et lorsqu'ils sont passés à proximité de cet engin, d'un seul coup, paf, silence absolu. Plus aucun bruit, sur une route, tu as toujours des bruits, même la nature, il y a toujours des bruits. Là, c'était le silence total. Et l'engin était immobile. Alors, ils ont vu l'engin qui a fait un petit mouvement de rotation et hop, qui est parti. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que l'engin observé est observé à Chalex. Et Chalex, c'est une commune qui se trouve à moins de 10 km du grand accélérateur de particules, tu sais, Ah, qui est d'accord. Oui, le LHC. Exactement. D'accord, d'accord. Ah oui. Et alors après, en y réfléchissant, on s'est dit, on avait l'impression que cet engin était positionné à cet endroit, peut-être pour, je sais pas. On est forcément obligé de se poser la question. Hein. On se pose la question. C'est comme avec le nucléaire et les centrales nucléaires. Pourquoi ces engins sont à proximité ou passent par des centrales nucléaires? C'est ça aussi, cette question. Ça, c'est... Oui, alors, il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Bon, après, comme je dis, c'est toujours difficile de, comment dirais-je, de se mettre à la place de ces visiteurs, de cette intelligence qui pilote les triangles ou les ovnis. Nous, on est des êtres humains, eux, ce sont peut-être des entités qui viennent d'une autre planète. On n'a pas forcément la même psychologie, même la même façon de percevoir les choses et même de penser. Donc on ne fait que projeter sur eux nos propres pensées, nos propres schémas mentaux, tu vois. Bon, après, pourquoi est-ce qu'ils survolent les centrales nucléaires? Peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être pour se renseigner sur l'état de nos centrales, peut-être pour voir dans quel état elles sont. Peut-être sont-ils inquiets de voir qu'on utilise une énergie, certes qu'on maîtrise, mais qu'on maîtrise mal. Bon, on a quand même eu au moins 2 gros incidents, Fukushima et puis Tchernobyl. Et du coup, là, ça va très bien avec ton titre, des ovnis qui pourraient être inquiétants, c'est-à-dire inquiétants pour nous, c'est-à-dire qui seraient plutôt inquiets pour nous que eux-mêmes. Oui, voilà. Comment t'expliquer ça? En gros, tu m'as compris. Que ce Oui, serait pas ces ovnis-là triangulaires qui seraient inquiétants, mais plutôt
Inquiet, inquiet. Ce qu'ils observent par rapport à nous, qui Je pense serait que inquiétant. Ouais. ça doit les inquiéter parce que, bon, l'énergie nucléaire, certes, on sait comment ça fonctionne, on la maîtrise, mais il suffit enfin, d'un petit pépin pour que ça dégénère en une catastrophe extraordinaire. Bon, Bah ouais. je regardais pas plus tard qu'hier un documentaire sur Fukushima. Mm. Bon, Fukushima, bien sûr, c'était une belle centrale. Il y a 5 ou 6 réacteurs. Mm. Et les ingénieurs n'ont même pas pensé à construire une digue de 10 mètres. Ils ont fait une digue qui faisait 5 mètres. En mettant, si tu veux, les générateurs électriques en plus sous la surface de l'eau. Ce qui fait que, bon, lorsque le tsunami est arrivé, bon, il a complètement détruit la digue, et puis il a noyé tous les générateurs électriques. Ah, il Ce a qui fait tout que la centrale, balayé. Ouais. voilà, s'est retrouvée sans électricité, donc sans système de refroidissement, et les réacteurs ont commencé à fusionner, et puis ça a créé, il y a eu 3 réacteurs de détruits à Fukushima, pour des questions totalement stupides. Donc, certes, on Ouais. maîtrise l'énergie nucléaire, mais voilà, on est des êtres humains et on fait beaucoup d'erreurs. Et je crois qu'on n'est pas encore suffisamment, je dirais, évolué ou sage pour utiliser vraiment pleinement l'énergie nucléaire. Donc peut-être que les ovnis sont inquiets parce que on utilise une énergie qu'on n'est pas capable de maîtriser complètement. Et pourtant, c'est vrai que deux catastrophes nucléaires, hein, avec Tchernobyl et Fukushima, auraient dû nous faire réfléchir. Tout C'était à un fait. peu, on aurait dû prendre ça comme des signes, Bah, mais apparemment, on n'a toujours pas compris. bah non, on n'a pas compris parce que, bon, Ouais. après Fukushima, bah, il y a une 60aine de réacteurs qui sont en construction dans le monde. Et le Japon, bah, il revient vers le nucléaire et puis il va reconstruire à nouveau des réacteurs nucléaires. Bon, voilà. Même si, bon, il faudrait quand même préciser que quand même en France, il y a la fermeture de Fessenheim, qui est, Oui, on peut dire, une bonne nouvelle, puisque c'était la plus ancienne, hein, des ouais, centrales. mais bon, en France, on a vraiment, je dirais, un gros lobby du nucléaire. Et je Mm. pense qu'on n'est pas prêt de passer à un autre type d'énergie. Après, si tu veux, lorsqu'on regarde ce qui se passe, surtout en ce moment avec bon, les questions de réchauffement climatique, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Euh, et les centrales à charbon, si par exemple demain on remplaçait toutes les centrales nucléaires françaises par des centrales à charbon, on aurait les villes où il y aurait un smog comme en Chine, hein, et on aurait beaucoup de mal à respirer. Donc, bon, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je ne suis pas forcément pour le nucléaire, mais j'aimerais pas avoir une centrale à charbon près de chez moi non plus, tu vois. Parce que, On est bien d'accord, ah, on est bien voilà. d'accord. Surtout que moi, j'habite, tu sais, pas loin à la frontière de l'Allemagne, et je peux te dire que là-bas, comme tu le Ouais, sais, ils utilisent hein, donc le charbon, tout ça, hein, puisqu'ils se bah oui, séparent, ils se sont séparés du nucléaire, et du coup, tout à bah fait. forcément, il y a du charbon. Et puis c'est pas le top non plus, hein, ça C'est pas c'est la clair. Hein. panacée, non, non. Et on sait très bien que les centrales à charbon sont la principale cause du réchauffement climatique. C'est vraiment Ah oui, ça une des c'est principales ouais. causes. Ouais, ouais. Et on le voit bien Après, bon, avec là, la on Chine. parle, Ouais. hein, On le voit bien avec la Chine, avec la surtout Chine. la Chine qui utilise ça à grandeur nature. Alors là, Tout à fait. Tout à fait. c'est catastrophique là-bas. C'est une catastrophe. C'est une Mm. catastrophe. Et là, on parle, bon, on parlait de Fukushima et Tchernobyl, bon, on ne parle que du nucléaire civil, mais je pense que ce qui les inquiète beaucoup, et là, on a quand même des cas assez probants, c'est le nucléaire militaire. Et on sait très bien que toutes les bases américaines où il y avait des silos avec des ogives nucléaires, toutes ces bases ont été visitées par des ovnis. Alors, pas forcément des ovnis triangulaires, mais il y a eu des ovnis, et bon, on connaît parfaitement le cas de Minot, donc, qui a été bien expliqué par Robert Salas. Bon, il y a eu des ogives qui ont été désactivées. Et je pense que enfin, l'intelligence qui est derrière le phénomène ovni veut nous avertir et nous montrer que
l'utilisation du nucléaire, surtout avec des objectifs militaires, là, on fait fausse route. Là, franchement, on fait fausse route. Après, il y a aussi au Royaume-Uni, là, c'était Benwater, je sais plus le nom de la Oui, base, là, qui est très connu, là, tu sais, avec oui, l'engin oui, qui bien s'est sûr, posé, oui, là. oui, oui. L'engin triangulaire, d'ailleurs, en plus. Eh oui. Oui, il y a eu un engin triangulaire, oui, un petit engin en forme de triangle qui s'était posé au milieu de la base. Et c'est C'était une vrai que, base de l'OTAN, c'est ça? Une base voilà, c'est ça. américaine de l'OTAN, mais je sais plus le nom, pourtant c'est ultra connu. Mais alors là, ça m'a échappé, tu vois. Je sais Oui, que c'est c'est Benwater, quelque chose comme Oui, ça. Badwater. Oui, oui, en fait, c'était une base américaine. Et les Américains n'avaient pas dit aux Anglais qu'ils entreposaient du matériel nucléaire militaire. Voilà, c'est ça. Et c'est après justement cet incident impliquant des ovnis que les Anglais sont aperçus que les Américains stockaient ce type de matériel sur cette base, quoi, et qui appartenait à l'OTAN, ouais, effectivement. Donc il y a un lien entre le nucléaire et l'OVNI. Bon, il y a un très bon livre qui a été publié par Jean-Jacques Velasco qui s'appelle OVNI l'évidence, qui a été Mhm. réédité, qui est une des premières études vraiment très très sérieuses qui fait le lien entre le phénomène OVNI et le nucléaire. Et Alors, maintenant, bon, Najib a fait une très très bonne conférence sur ce sujet d'ailleurs, OVNI et nucléaire. ah, que j'ai vu, c'est vrai. Je Ouais, crois ouais, qu'elle était sortie en vidéo et c'est vrai que c'était une très belle conférence très belle qu'il avait faite. conférence. Ouais. 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 Et donc, ça me revient de mémoire, c'était l'incident de Redelsheim. Voilà, pour Redelsheim, ouais. Benwater, c'est ça. Et on pourrait aussi préciser qu'il y avait une base de l'OTAN, tu sais, en Belgique, base américaine. Alors, est-ce que la vague d'OVNI belge, c'est en rapport avec cette base de l'OTAN? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Bien sûr, oui. C'est vrai que de toute façon, les ovnis se sont toujours intéressés de très près à toutes nos activités militaires. Bon, on sait par exemple, lorsque les Américains ont commencé à faire des essais sur la première bombe atomique, donc à Los Alamos, et ils ont fait exploser leur première bombe, qui s'appelait sur le site de Trinity, il y a eu des observations de l'OVNI. Il y a eu des observations de l'OVNI. Et même, il y a eu un cas où ils testaient un missile et le missile a été détruit en plein vol par un OVNI. Voilà. Donc, il est clair que les ovnis s'intéressent de près à nos activités militaires, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais, là, il n'y a pas photo, c'est Il n'y clair, a pas photo, il n'y a comme pas on photo. dit, hein. Alors, chose très intéressante aussi dans ton livre, tu as remarqué qu'il n'y avait aucun atterrissage de triangle noir et donc aucune RR3. C'est bien ça. Ouais, alors ça c'est, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, justement, ça m'intrigue, ça continue à m'intriguer. Parce que bon, lorsqu'on regarde l'histoire de l'ufologie, et surtout l'ufologie, bon, tu as parlé de Eric Zurcher qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Les apparitions mondiales d'humanoïdes. Bon, c'est surtout les cas des années 50, 60, etc., qui a impliqué surtout des ovnis de forme discoïdale, des soucoupes volantes. Et on a énormément de cas où on voit un disque qui se pose au sol, des entités sortent du disque, et puis il y a un contact avec le ou les témoins qui assistent à la scène. Et ça, curieusement, on ne l'a pas en ce qui concerne les ovnis de forme triangulaire. Alors dans mon livre, je cite, bon, mais c'est plutôt anecdotique, j'ai trouvé, alors Eric Zurcher m'a fait passer deux cas impliquant des ovnis triangulaires et qui ont atterri au sol et avec des entités qui en sortaient. Et c'était justement des cas qui se sont déroulés lors de la vague de la vallée de l'Hudson. C'est ces deux cas qui ont été enregistrés au moment de cette vague. Par contre, bon, il y a quelques cas dans la base du NUFORC. Je ne les ai pas publiés parce qu'en fait, bon, c'est pas des cas qui sont suffisamment documentés, bien enquêtés, pour que je les mette dans mon livre, donc je les ai pas mis. J'ai mis que deux cas.
Mais voilà, pour moi, la majorité des témoignages impliquant des omnis triangulaires, il n'y a pas d'atterrissage de triangle avec des entités qui sortent du triangle ou qui prennent contact avec le témoin, paralysent le témoin. Ça, j'ai jamais eu le cas. Jamais eu le cas. Alors, on a des C'est cas... à se poser beaucoup de questions, hein. Est-ce qu'il s'agit peut-être de drones extraterrestres ou, tu sais, de quelque chose où il n'y a personne dedans, pas d'entité qui puisse justement atterrir, qui, je sais pas. Ouais, là, ça Alors, reste. là aussi, alors, on a un cas, je me souviens, c'est un cas où c'était une dame qui revenait avec son enfant, son fils qui était derrière, et elle a vu, alors ça se passait du côté de Grenoble, elle a vu un ovni triangulaire stationné, mais alors à très basse altitude, dans un champ, à quelques mètres, quelques mètres. Mais le triangle n'était pas posé au sol, tu vois. Il n'y avait pas des pieds, voilà, sortant du triangle et posé. Il était stationnaire, mais à quelques mètres. Bon, comme dans le cas de Chalex, le triangle, il était au-dessus des arbres. Les arbres, il faisait à peu près une dizaine de mètres. Et le triangle était à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Mais Et comme dans la vague belge aussi, tu sais, le triangle qui est juste au-dessus du petit étang, tu sais, avec les gendarmes qui l'observent, voilà, la boule rouge, il reste quand même un petit peu au-dessus. Ouais. Et voilà, au-dessus de l'église aussi, en Belgique. Ouais. voilà. Alors, est-ce que les triangles sont des drones automatiques ou est-ce qu'il y a des entités à l'intérieur? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a des entités à l'intérieur. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que dans mon livre, je publie des cas. Je publie notamment un cas qui est le cas Xavier S. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, où là, on est à Nantes. Ça devait être en 2016. Oui, c'était en juillet 2016 ou en août 2016. Donc, Xavier S. Habite au nord-est de Nantes. C'est la banlieue nantaise. Donc, c'est très peuplé. Et il voit passer un ovni triangulaire au-dessus de son immeuble. Il a le temps de bien l'observer, etc. Et là, il y a eu un contact psychique avec le triangle. Un contact psychique. Et Xavier S., je me souviens, nous a dit j'ai senti que j'étais observé par une conscience ou une intelligence. Et que ce triangle dégageait une force psychique absolument extraordinaire. Alors, ce n'était pas l'engin qui dégageait, c'était quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de l'engin, tu vois. Donc, il sentait cette puissance psychique donc d'une entité qui était à bord de l'engin. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à penser que ces engins sont pilotés par des êtres intelligents, conscients, qui ont une grande force psychique, tu vois. Mais alors du coup, ma question c'est, est-ce que tu te bases uniquement sur ce cas-là ou est-ce que tu as encore d'autres cas pour penser justement qu'il y aurait des entités dans ces engins-là? Oui, il y a aussi un cas, alors c'était pendant justement la vague de novembre 90, près de Nantes aussi. Alors c'est Cyril Tavenard qui anime les repas ufologiques de Nantes. Et lui aussi, il a vu un énorme triangle, alors un truc gigantesque, passer au-dessus de son immeuble. Et il a eu un contact psychique avec une entité. Il a même vu, si tu veux, cette entité qui ressemblait, qui avait une grosse tête. Alors, je ne sais pas comment il... En fait, il a perçu plutôt de façon télépathique les entités qui se trouvaient à l'intérieur du triangle. Et il y a eu un contact psychique entre lui et ces entités. Donc, Ça fait, tu sais, avec ces grosses têtes, là, ça fait un peu penser à ce cas de Turquie, là. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un triangle en Turquie. Tu sais qu'il y a des entités qu'on voit à l'intérieur, deux entités, je crois, quelque chose comme ça, que c'était oui, un oui, je gars de vois la ce que tu veux dire. sécurité, un gars de la Et je vois ce que sécurité tu veux qui dire. avait filmé, en fait, ouais, une C'est une vidéo comme célèbre ça. une vidéo où on voit une espèce de disque et on voit deux Ah, entités. voilà, ouais, c'était un Et je disque. vois ce que tu veux Ouais, dire. c'était plutôt un disque, quoi. Ouais, Mais je ouais. crois que
C'est en Turquie, ouais. C'est en Turquie, C'est au ça, bord de la ouais. mer. Alors, je ne sais plus à quel endroit. Voilà, ouais. Ouais. Bon, après, dans la littérature ufologique, quand tu regardes un petit peu ce qui est dit, les triangles sont souvent associés à ce qu'on appelle les petits gris, ou les Charles Gray, ou les gris, tout simplement. Comme celui qui clignote des yeux, là, actuellement, Voilà. notre Voilà. ami. Ouais. Bon, il y a différents auteurs, par exemple Fabrice Monvin, qui m'a dit que oui, bon, maintenant, on est à peu près sûr que les triangles sont pilotés par des grilles, Ah et bon? les grilles et les triangles qui seraient responsables aussi des enlèvements. Bah écoute, tu fais bien de me parler de ça puisque je vais le recevoir après toi en fait. Ah bon, très Ouais, bien. Fabrice Bonvin, donc ça tombe bien, hein, franchement Très là bien. c'est. Encore une fois, on peut dire c'est le hasard, mais non, je ne crois pas au hasard. Si tu parles de Fabrice Bonvin, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose. Et Ah, du déjà, coup, je vais lui poser cette question. Je vais mettre cette bah question-là de oui, côté, hein. Ouais, là. bah, pose-lui la question de savoir ce qu'il pense des triangles et des grilles qui sont à bord des triangles. Bon, alors, Fabrice, je le connais bien parce que bon, il fait partie du groupe d'amis Najib, Fabrice, etc. Enfin, des gens qu'on connaît bien. Et qui est à l'initiative du collectif, si on peut dire, OVNI et Conscience. Voilà, bon, je me permets de le montrer. Voilà, OVNI et Voilà, Conscience. ouais. Donc, ouvrage collectif, hein, qui a été publié en 2015. On peut dire que c'est grâce à lui. Oui, alors c'est lui qui a été Ouais, l'initiateur de ce voilà. projet, qui a rassemblé les co-auteurs de ce projet, qui est un livre qui a fait date. Enfin, bon, je ne vais pas me vanter parce que je suis co-auteur de ce livre. Mais voilà, bon, on peut dire qu'il y a eu un avant OVNI et Conscience et qu'il y a un après OVNI et Ah, Conscience. Je pense que ça a marqué attends, un tout petit une, problème de je dirais une connexion coupure. qui est Ah, revenu. Attends, ça va revenir. Ah, ça y est, bon, c'est revenu là. c'est revenu. Super, super, ouais. Donc tu D'accord. disais, tu parlais d'OVNI et conscience Oui, par alors rapport. bon, voilà, je montre l'ouvrage OVNI et Conscience. Bon, je disais que c'est Fabrice Bonvin qui a été à l'initiative de ce projet, qui a réuni les co-auteurs de ce livre, hein. Bon, il y a quand même, euh, il y a Fabrice Bonvin, Éric Zurcher, Philippe Guillemont, Romuald Le Terrier, Jean-Jacques Jaillat et puis Philippe Solal qui ont participé à la Que du rédaction de beau ce livre. monde. Que du beau Oui, monde. voilà, bon, on peut dire qu'il y a un avant et un après OVNI et Conscience. C'est une nouvelle façon d'aborder le sujet avec des ouvertures nouvelles en rapport avec la conscience. Bon. Après, bon, toutes les thèses qui sont présentées dans le livre sont discutables, hein. Ce pas des thèses qui prétendent exposer la vérité, mais voilà, c'est des choses qui existaient déjà, c'était des thèmes de réflexion qui existaient, et ça a été formalisé dans le livre OVNI et Conscience. Voilà. Et est-ce que par hasard, alors ça c'est une question un peu, on va dire, un peu spéciale, mais est-ce que par hasard des Américains se seraient intéressés justement à cette recherche, à ce travail d'OVNI et conscience par rapport, Je veux suite à dire la que, publication du livre? alors, le livre, normalement, aurait dû être traduit en anglais, et on avait prévu de faire une édition aux États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Américains qui l'ont lu. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui l'ont lu. C'est un livre qui a très très bien marché. Il y a eu Ouais. énormément de commentaires sur Internet. Bon, c'est un livre, lorsqu'il est sorti, alors soit les gens ont beaucoup aimé, soit les gens ont détesté. Parce que, Oui, je sais qu'il y a deux clans. Oui, oui, je voilà, sais. Oui, ouais, il y en t'inquiète a qui pas, disaient, je mais sais. c'est un charabia New Age, voilà, bon. Parce Et que puis d'autres, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris, je pense, parce qu'ils ont cru, d'après moi, hein, ils ont cru que vous délaissiez l'hypothèse extraterrestre en quelque sorte, que vous mettiez trop de côté cette hypothèse, voire même euh, que vous l'avez faite, enfin que vous l'aviez faite disparaître en quelque sorte, pour certains, hein, je pense, hein, c'est ce que certains ont pensé, oui, alors que en c'était pas fait, le cas. c'est vrai que bon, les lecteurs, enfin certains lecteurs n'ont pas toujours compris quelle était la démarche. En fait, la démarche, c'était de dire, bon, certes, les ovnis
sont certainement un phénomène qui est matériel. Il y a une certaine matérialité à ce phénomène, puisque bon, il est vu par les témoins, il est détecté par les radars, il peut laisser des traces au sol, il peut laisser des traces aussi physiques sur les témoins. Bon, il reflète la lumière du soleil, donc il a quand même une certaine consistance physique. Mais il n'y a pas que ça dans ce phénomène. C'est-à-dire que dans ce phénomène, et moi, bon, j'en ai remis une couche, si je puis dire, dans mon livre sur les triangles, il y a aussi une dimension psychique, voire spirituelle dans ce phénomène, et qui est liée à la conscience. C'est-à-dire que c'est pas simplement un vaisseau spatial extraterrestre qui vient dans notre environnement, soit pour nous observer, soit pour nous surveiller, mais il se passe aussi, il y a une connexion avec ce phénomène qui peut avoir des répercussions sur la conscience des témoins. Voilà, c'est ça. Donc on ajoutait une dimension supplémentaire à ce phénomène. C'est-à-dire que l'hypothèse extraterrestre, on peut dire qu'il y a deux types d'hypothèses extraterrestres. L'hypothèse extraterrestre au premier degré, donc ce serait plutôt l'hypothèse Tollet-Boulon, et puis l'hypothèse extraterrestre, moi ce que j'appelle l'hypothèse extraterrestre élargie, c'est-à-dire qui considère que le phénomène OVNI est certes matériel, mais qu'il n'est pas que cela. On va dire l'hypothèse de Jacques Vallée, quoi. À peu près. Oui, Jacques Vallée, encore une fois, Jacques Vallée a été un précurseur et dans son livre, toujours dans son livre Le Collège Invisible, il note que le phénomène OVNI a une incidence sur la psychologie des témoins. Voilà. Ceux qui voient un OVNI, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça les transforme. C'est des gens qui changent leur système de valeurs, qui peuvent aussi acquérir des dons parapsychiques, qui ont une autre vision du monde, qui peuvent s'intéresser à la spiritualité, etc., qui peuvent être plus empathiques par rapport à leurs congénères, qui peuvent se soucier de l'environnement, toute chose qui... C'est marrant parce que c'est un peu finalement comme dans les abductions, hein. Il y a un changement aussi. Exactement. On observe ce changement-là, hein, dans les cas d'abduction. Et les abductions et puis les expériences de mort imminente aussi. Hein. Il y a un très bon livre qui est écrit dans lequel il fait le parallèle entre les rencontres rapprochées du quatrième type, c'est-à-dire les enlèvements, et puis les expériences de mort imminente. D'un côté, il met ce que ça a apporté aux témoins dans le cas des RR4 et de l'autre dans le cas des OMI, et il trouve qu'il y a des correspondances entre les deux. Donc, une RR4, c'est sa conclusion, c'est une expérience spirituelle qui peut déboucher sur une transformation spirituelle, qui commence par un traumatisme, mais qui, lorsque le traumatisme est intégré, digéré, assimilé ou compris, peut déboucher sur une expérience d'ordre spirituel. Et là, alors là, je signale vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur ce sujet. Ah ouais, Dr. John Mack. Dr. John Mack, qui s'appelle Passeport pour le cosmos, transformation humaine et rencontre alien, dans lequel John Mack explique justement que les enlèvements débouchent sur une vision spirituelle du monde, une autre vision de la réalité, et puis un contact même avec la source qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente sous la forme d'une lumière. Voilà. C'est absolument passionnant. Vraiment. On peut vraiment dire que John Mack, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur chercheur dans les abductions, donc les enlèvements supposés par des extraterrestres. Hein, je mets quand même le petit supposé parce qu'on n'en est pas certain à 100% non plus, quoi. Hein. Alors oui, bon, si on aborde le sujet des RR4, c'est-à-dire des enlèvements, des abductions, bon, après, c'est vrai que je dis toujours, il y a deux écoles dans les abductions. Hein. Tu as aussi t'as John Mack, l'école de John Mack et Bud Hopkins, qui voyaient plutôt dans ce phénomène quelque chose de très positif. Par contre, tu as une école qui voit dans les enlèvements des manipulations génétiques, une hybridation de l'espèce humaine avec... Alors, je vois où tu veux en venir, parce que
Parce que je les ai reçus, tout simplement. Tu C'est les as Dr reçus, David Jacobs et Barbara voilà, Lamb. Barbara Lamb qui voilà, ont tous les deux une vision très négative, en fait, des abductions, voilà. effectivement. Hein, et Eve Lorgan aussi, que j'avais reçu, qui a aussi une vision très noire hein, de le vampirisme psychique des aliens, ce qui va très loin quand même. Hein, ça va très très loin. Hein, c'est gros sujet là. Hein. Alors, Sujet à polémique même. Hein. ce qui est assez étonnant, et enfin moi ce qui m'interroge, c'est que bon, à partir des mêmes faits, parce que bon, en fait, c'est toujours les mêmes faits. Alors, c'est souvent des témoignages qui sont, comment dirais-je, euh, notés à partir d'états hypnotiques. Hein. Surtout David Jacobs, il met les gens sous hypnose, et puis il note ce qu'ils disent, et puis voilà. Bon, John Mack aussi, hein, il a utilisé l'hypnose pour ces témoignages. Donc, à partir des mêmes faits, on peut tirer des conclusions totalement différentes. Bon, pour Max, c'est quelque chose d'extraordinaire qui débouche sur une transformation spirituelle. Pour Jacobs, c'est quelque chose d'horrible. Les extraterrestres sont en train de remplacer l'humanité actuelle par une autre espèce hybride. Voilà. Ouais, c'est effrayant, ouais, parce qu'ils les appellent même les hybrides. C'est même plus les hybrides, c'est les hybrides. C'est les hybrides. Donc voilà, bon, c'est un sujet passionnant de recherche. Bon, je pense que Marie-Thérèse de Brosse pourra t'en dire beaucoup plus que moi sur ce sujet, puisque c'est une spécialiste. Alors moi, je serais plutôt Je partisan l'espère, de... parce que effectivement, donc pour oui, puisque comme tu parles de Marie-Thérèse de Brosse, c'est vrai qu'on en avait parlé hors antenne, que Oui, normalement je vais recevoir Marie-Thérèse de Brosse en mai, au mois de mai, et je l'espère. J'espère qu'elle ne changera pas d'avis. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. oui. Voilà. On croise les doigts, je touche du bois et je suis déjà très honoré et j'ai hâte de faire cette émission avec Marie-Thérèse de Brosse, qui est quand même la spécialiste des abductions en France. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, ce que je voulais rajouter, est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose pour les abductions, Daniel? Allô? Alors moi, je Ah, ça a serais coupé. plutôt... Hein. Oui, tu Ouais. m'entends? Ah non, Et là, je tu t'entends. Ouais, m'entends? c'est revenu. Ouais. D'accord. Vas-y. Alors bon, moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt partisan de l'école de John Mack. Et je vois plutôt dans ce phénomène, je dirais, une expérience qui peut déboucher sur une transformation psychospirituelle de la personne. Alors, je dis pas que c'est systématique et ça se produit dans tous les cas. Mais en tout cas, le livre de John Mack est très convaincant. Bon, il a quand même, je veux dire, étudié une centaine de cas d'abductés, d'enlevés. Ouais. Et bon, c'était un grand psychiatre américain, hein, donc Bah oui, de Harvard. médecin. Ouais. Voilà, donc et sa conclusion est bon, ces gens ne sont pas fous, ils ont vécu une expérience réelle, certes traumatisante, mais qui débouche sur une transformation psychospirituelle, qui peut déboucher sur une transformation psychospirituelle et qui peut aller absolument très très loin, hein, et qui Eh bien, ressemble. écoute, oui, Non, vas-y, Ah continue. non, c'est bon, bah, voilà, c'est ce que je voulais dire, ouais, voilà. Je En suis gros, moi, je partage ton sentiment. Je suis de la même école, celle de John Mack, hein, plutôt que voilà. David Jacobs. Et pourtant, après, je ne veux pas le critiquer parce que j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant ce qu'il avait à dire. Mais après, c'est vrai que c'est trop négatif. C'est trop dans le. Alors là, Voilà. pour le coup, C'est. on peut dire que c'est inquiétant. Pour le coup, là, Ah ouais, il marche parmi nous, rien que le il marche titre parmi du nous. Ouais. livre. Ouais, Là, pour le coup, on peut dire que c'est inquiétant, ouais, comme tu dis, ouais, c'est clair. tout à fait. En tout cas, alors, dernière question, parce que c'est vrai qu'on a pratiquement 2 heures d'émission. Alors, pour finir, d'après toi, il y aura un jour une grande vague d'ovnis encore plus intense que celle du 5 novembre 90 en France et de la vague belge réunie. C'est bien ce que tu penses, Daniel? Bah, en fait, voilà, c'est un peu ce que je mets en conclusion de mon livre. Je me pose la question, c'est-à-dire que je me dis, bon, quand tu vois cette débauche de matériel, je veux dire, cette logistique qui est mise en place par le phénomène. Bon, je disais tout à l'heure,
On a répertorié 2500 cas d'observation d'OVNI triangulaires à travers le monde, et ça se trouve, il y en a 10 fois plus. Donc il y a vraiment, je dirais, une armada d'OVNI triangulaires et autres qui circulent dans les espaces aériens au-dessus de nos têtes. Bon, et je me dis, mais si il y a cette débauche de matériel, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a bien derrière tout ça un plan, il y a un agenda, il y a un but, il y a un objectif. Hein. Bon, lorsque les militaires se déploient sur un terrain d'opération, c'est pas pour aller visiter les villes ou la campagne, c'est parce que derrière, il y a un objectif. Il y a vraiment, ils veulent obtenir un résultat. La question que je me pose, c'est de savoir quel est le but de tout ça. Quel est le but de ces observations? Pourquoi est-ce que ces engins survolent nos villes à basse altitude régulièrement? Pourquoi est-ce qu'ils survolent nos centrales nucléaires? Pourquoi des centaines de gens voient ces engins? C'est qu'il y a quand même un objectif derrière tout ça. Et moi, je pense que, bon, alors c'est une hypothèse, il y a peu à peu peut-être une accoutumance à l'idée qu'il y a une présence. Je pense que ça peut être une des hypothèses qui peuvent être formulées. Ce phénomène nous habitue peu à peu à sa présence. Et s'il nous habitue peu à peu à sa présence, ça veut dire qu'à un moment donné, ce phénomène va se manifester de façon beaucoup plus explicite. Bon, pour l'instant, ça reste, on va dire, assez furtif, assez confidentiel. Tu as quelques témoins par-ci, par-là. On n'a pas, à part les grandes vagues, bon, ça reste quand même des manifestations ponctuelles. Et je me dis peut-être qu'un jour, on aura des manifestations beaucoup plus spectaculaires, genre vague belge, mais peut-être multipliée par 10, voire vague du 5 novembre 90, mais beaucoup plus importante. Mais peut-être qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt pour voilà, assister au grand spectacle final. Donc je pense qu'il y a peut-être une préparation psychologique de la part de ce phénomène, dont l'objectif serait un contact plus explicite avec nous. C'est ce que dit d'ailleurs Gilles Pinon dans la conclusion de son livre sur Fatima. Il dit en fait ce phénomène nous prépare à un contact beaucoup plus important. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Alors, ça veut dire que lorsqu'on sera prêt et que les consciences seront prêtes vraiment à accepter ce contact, peut-être que là, on va découvrir des choses absolument extraordinaires. Et peut-être que ces gens font partie, alors bon, c'est une hypothèse, font partie d'un réseau de civilisations qui se sont développées dans notre galaxie, la Voie lactée, et que ce sont des civilisations hyper évoluées, bon, ce qu'on a des civilisations de type 3, civilisations galactiques, et que nous, lorsqu'on sera prêt, on pourra rentrer, si tu veux, dans ce vaste ensemble de civilisations hyper évoluées de notre galaxie. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Eh bien, encore une fois, on se rejoint puisque c'est à ça que je crois aussi, c'est-à-dire le fameux compte-gouttes. Le compte-gouttes, ce qu'on peut aussi, je crois, de mémoire lire dans le livre Contact et Impact de Christelle Seval. Là. Oui, Tu sais, c'est lui qui avait sorti qui avait parlé du fameux compte-gouttes. Tout à fait, oui. Oui, et puis Jacques Vallée aussi. Alors, il y a aussi Michael Vaillant qui a fait des recherches assez intéressantes sur le système d'apprentissage. J'en parle un petit peu dans mon livre. Jacques Vallée avait constaté que bon, les vagues d'OVNI, lorsqu'on les étudie d'un point de vue statistique, correspondent à des systèmes d'apprentissage utilisés couramment dans les écoles. Donc, selon Vallée, le phénomène OVNI mettrait en place un système d'apprentissage, notamment les vagues, pour nous habituer à sa présence. Et alors, à un niveau très subtil, hein, presque à un niveau inconscient, et de génération en génération, ben, on s'habituerait à cette présence, et
pour nous préparer au contact final. Et voilà, pour nous préparer à ce fameux contact qu'on attend, hein, nous, les passionnés, je pense, hein, on peut le dire, on attend tous ce fameux contact officiel, de grandeur nature, le vrai, le Ouais. véritable, et pas seulement une petite vague d'ovnis, hein, c'est vraiment le grand contact, hein. Mais moi personnellement, je pense que c'est pas pour tout de suite, hein. Je pense qu'il faudra encore beaucoup plus d'évolution pour l'être humain avant qu'il n'entre en contact avec une autre intelligence. C'est ce que je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense, hein. Oui, oui, non, mais bon, c'est Je vrai. pense qu'on n'est pas assez évolué, si tu veux, Daniel, hein. Bah, il y a encore du chemin à faire, c'est vrai, il y a encore du chemin à faire. Oui. Mais bon, Ouais. même si ça prend 2 siècles ou 3 siècles, par rapport à l'histoire enfin, de l'espèce humaine ou même l'évolution des civilisations dans l'univers, qu'est-ce que c'est que 3 siècles? C'est pas énorme, hein. Et Bah oui. si on admet que, par exemple, notre galaxie est peuplée de plusieurs civilisations de type 3, hein, bon, parce que tu sais qu'il y a la classification de Kardashev, civilisation type 1 planétaire, stellaire type 2 et galactique type 3. Peut-être que notre galaxie enfin, est habitée par plusieurs civilisations de type 3 Mm. qui ont peut-être des millions d'années d'avance d'évolution sur nous. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est que 200 ou 300 ans pour elles? Ce n'est rien. Oui, ça c'est l'étude, je crois, de Michio Kaku, non? Oui, il y a Michio Kaku L'astrophysicien, qui en là. parle, mais le premier à avoir fait cette classification, c'est un astronome russe qui travaillait pour le programme SETI russe, qui s'appelle Mikhail Kardashev, et qui a travaillé beaucoup aussi avec le physicien anglo-américain Dyson, donc, qui ont mis au point cette classification des civilisations, qui est assez pertinente d'ailleurs, hein, Mm. et qu'on peut reprendre pour essayer de se faire une idée de l'évolution des civilisations dans l'univers. Et De toute façon, qui est plutôt logique, hein. D'un point de vue humain, c'est tout à fait logique, hein, c'est vrai. Mm. et si tu veux, bon, cette conclusion, elle me semble aussi logique lorsqu'on regarde les faits, c'est-à-dire que, comme je disais, si derrière il n'y a pas un plan, enfin, il y a forcément quelque chose. S'ils sont là, si ils nous accompagnent, s'ils sont présents, c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'ils soient là. Mm. Voilà. C'est Alors vrai, si c'est pas c'est pour vrai. nous exterminer, c'est pour nous aider et peut-être pour nous amener petit à petit vers un seuil de conscience et de prise de conscience. Voilà. Oui, parce que effectivement, on peut imaginer, par exemple, que s'ils préparaient un plan d'attaque, hein, que leur stratégie est bien longue depuis le temps. Si l'on se base sur Non, toutes les observations, ça c'est un truc qui ne tient absolument pas la route en fin de compte, hein. exactement. Non, 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 ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Enfin, toutes les théories qui disent. Alors, bon, tout ce que présente le cinéma hollywoodien, sauf un, qui est Spielberg. Ah oui, Spielberg. Ouais, On ouais. pourrait faire une émission sur Spielberg d'ailleurs, parce Ah, que j'adorerais. Ah oui, je là. pense que Spielberg est très très bien informé Ah de oui, ce qui oui, se oui, oui. passe. Et justement, bon, lui, il a fait Rencontre du troisième type, et Mm. justement, à la fin de son film, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de son Mm. film? À la fin de son film, c'est un contact officiel. Eh oui. C'est un contact officiel, et même il va très loin, parce que, bon, si tu te souviens d'une des dernières scènes du film, c'est il y a 10 hommes et 2 femmes Mm. qui montent à bord Mm. du vaisseau spatial Un et échange, un échange, ouais. Mm. voilà, et vont embarquer sur le vaisseau mère et vont avec les Et extraterrestres. ça, et ça, c'est clair qu'on en rêve de ça. Ah ouais, un Bon, échange. Moi, je serais peut-être d'accord d'être échangé, tu vois. Franchement, ouais, peut-être pas du point de vue que je verrai plus ma fille, ma femme, bon, dans ce, ouais, hein, par rapport à ce niveau-là, quoi, avec la famille, tout ça, ça me manquerait beaucoup trop. Mais ça serait une belle expérience, une belle si j'avais été seul au monde, tu sais, célibataire, tout ça, là, j'aurais foncé ah direct, bah ouais, ouais, pour l'échange. Mais bon, ouais, je crois que c'est bon, un il faut pas peu. trop le dire trop fort non plus, hein. Ouais. Parce que là, Non, non, mais je fais le malin, mais à Spielberg, mon avis, ouais. c'est énormément de choses.
est très bien informé, a été très bien conseillé pour ce film, et aussi pour d'autres films, et je pense à une série qui est un peu oubliée maintenant, qui s'appelle Taken, je ne Ouais, sais pas ouais, si tu te ouais. souviens, Oui, sur les qui est abductions, vraiment, ouais, magnifique, hein. voilà, qui est Ouais. exceptionnelle. Et c'est une série, à mon avis, qui donne énormément d'informations Ouais, je sur les pense rapports aussi. entre le phénomène OVNI et les militaires, notamment, Ouais, ouais, ouais. qui est absolument intéressante. Et même sur la façon dont fonctionnent les OVNI, qui est aussi très, très intéressante. On pourrait aussi dire que c'est plutôt marrant qu'il a incarné en fait qu'un acteur, je sais plus le nom, acteur très connu français, hein, qui a incarné le rôle de Jacques Vallée dans Rencontre du troisième type. Ça aussi, c'est le petit clin d'œil qui vaut C'est son François pesant Truffaut. d'or. François C'est Truffaut, exact. François C'est Truffaut, ça, ouais, c'est qui ça. incarnait le Jacques Vallée. Et Voilà. on voit aussi Heineck dans le film, hein. Heineck, qui était le conseiller du film. Voilà, là c'est les petits clins d'œil quand même, hein, mais qui Ouais, ont, je tout à fait. pense, une importance, voilà, que, comme tu disais, il était très bien informé. C'est ça qu'on Oui, va dire. et c'est le seul, enfin, j'en connais pas d'autres, qui présente les extraterrestres de façon bienveillante et plutôt positive. Alors que tout le cinéma hollywoodien, bon, on connaît Alien et enfin toute la série des films, même Ridley Scott présente les extraterrestres de façon négative. C'est toujours Hmm. de méchants monstres qui veulent nuire aux êtres humains et à l'humanité. Ouais, Et le seul, Independence c'est... Day. Oui, oh Oui, là là, oui, la fin du monde avec Independence Day, tous ces trucs-là, bon, c'est clair que là, c'est vraiment pour faire peur, quoi. C'est voilà, certain, c'est des trucs, et puis c'est surtout la fiction, tout ça, ça n'a rien à voir avec le phénomène OVNI. Là, on est d'accord, hein. tout à On est fait. d'accord, ouais. En tout cas, pour la suite, Daniel, alors qu'est-ce que tu nous prépares au niveau des livres? Est-ce qu'il y a un livre que tu Oui, prévois de sortir ou... là actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui sera publié aux éditions Le Mercure Dauphinois, certainement en septembre, peut-être en juin. Je travaille activement dessus. Alors le titre c'est OVNI du secret officiel aux limites de la science, un itinéraire dans l'inconnu. Voilà. Ah, oh Donc là là, un beau programme. c'est un programme, ouais. En plus, Mercure Dauphinois qui avait publié Joël Ménard, Les Men in Black, l'étrange affaire Voilà, des hommes en noir. Ouais. tout à fait. Et puis qui avait publié aussi un livre sur les implants du docteur Lear, que je dois avoir par là. Oui, oui, donc c'est Geneviève Dubois qui est directrice des éditions Mercure Dauphinois, qui a écrit de très Hmm. bons, enfin, qui a publié de très bons livres sur le phénomène OVNI, hein. Ouais, je pense que c'est une Très, belle très édition, sérieux, très hein. sérieux. Ouais, très sérieuse. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Daniel, et sache que tu seras le